Alors, on a vécu ces dernières semaines, reconnaissons-le, des moments de tension, des moments compliqués en territoire, où une colère inédite, une colère qui jusqu'à aujourd'hui était canalisée par des corps intermédiaires qui se sont révélés de manière assez crue, assez brutale, mais qui a dit beaucoup sur le pays. Et au fond, notre table ronde, elle a vocation à la fois à débattre de ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, mais aussi se projeter. On a la gestion du quotidien et puis la gestion à long terme. Au fond, finalement, les Gilets jaunes ont peut-être révélé ces difficultés à concilier ces deux temps de l'action politique. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Guémy, qui est un des porte-parole des Gilets jaunes libres. Alors, ils sont tous libres, plus ou moins, mais en tout cas, ils se sont structurés autour de cette idée de Gilets jaunes libres. Est-ce que vous pourriez nous dire les raisons, au fond, qui vous ont poussé, vous, en tant que citoyen, à vous retrouver eh bien, dans ces mobilisations, et peut-être nous dire ce qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, vous vous êtes agrégé sur ces ronds-points, sur ces zones territoriales, au fond, que parfois on ne voyait plus et qui se sont réveillées. Je réponds. Habituellement, ils n'ont pas besoin de micro, c'est pour ça. Non, c'est vrai, d'habitude, la voix suffit. Ce qui m'a poussé à rentrer dans ce mouvement, on a tous des gens autour de nous qui sont plus ou moins dans finalement ce que représentent tous les gilets, une grande partie des gilets jaunes aujourd'hui. J'ai déjà été un élu, je me suis dit je me dois de les aider du mieux que je peux et de la façon dont je pourrais le faire. Il est vrai qu'après on s'est rencontré avec d'autres personnes qui avaient plus ou moins les mêmes idées. On a eu du mal, parce qu'il y a beaucoup de radicaux aussi dans ce mouvement. Radicaux de tous bords d'ailleurs. Et nous, on a voulu apporter une voix modérée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a été reconnu, je dirais, dans les médias, Gilets jaunes libres, dit modéré. Donc voilà un petit peu comment j'ai pu y rentrer. J'y ai participé activement, alors effectivement le 17 novembre sur les ronds-points, après beaucoup plus dans les médias. Mais les gilets jaunes du 17 novembre, les gilets jaunes des ronds-points sont toujours... Aujourd'hui, les gilets jaunes qui sont dans la rue sont bien différents justement des gilets jaunes du 17 novembre. Malheureusement, les revendications se sont accumulées, c'est ce que j'appelle le toujours plus. Et à un moment donné, il faut quand même savoir raison garder et garder des revendications que l'on peut estimer normales. Bravo. Bravo pour la modération. Et peut-être un mot complémentaire et rapide, la réaction du président de la République. Alors, la réaction du président de la République, ça a été, et ça l'est encore, je pense, le mépris. Il n'a pas su anticiper ce mouvement, et quand il parle, il y a toujours un décalage. Il a toujours du retard. Quand je dis du mépris, il n'a même pas souhaité, lui, nous recevoir. Il a délégué à son Premier ministre. Vous allez me dire, c'est normal, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. J'ai eu l'occasion de rencontrer Édouard Philippe la semaine dernière, donc je me suis dit, le chef du gouvernement, très bien, on va pouvoir rentrer dans le fond des sujets. Non. Nous n'avons pas pu rentrer dans le fond des sujets. Ça a été une rencontre certes sympathique, mais un Premier ministre qui ne faisait qu'office de boîte à lettres. D'accord. On reviendra ensuite aux propositions et en tout cas aux différentes annonces du président de la République. Mais Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux et qui est également secrétaire général de l'AMF, au fond, dans ce qui vient d'être dit, est-ce que ce n'est pas un déficit d'écoute et de méthode qui se révèle au fond ? Oui, bien sûr, naturellement. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Et puis bonjour aussi à l'ensemble des élus locaux qui sont ici. Ils sont nombreux. L'UDI est aussi un mouvement d'élus locaux. Et vous le savez, les maires et les élus communaux ont été, alors pas à Sceaux, je le dis, à mon avis pas ici les Moulineaux non plus,
Mais les maires et les élus locaux ont été présents aussi, non pas forcément pour s'associer aux manifestations, mais pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce mouvement et essayer de jouer le plus possible l'apaisement et le dialogue. Alors, vous savez, cette situation que nous connaissons, en réalité, bon nombre d'élus l'avaient un peu pressenti. On n'avait pas forcément pressenti la façon dont ça allait se passer et comment ça allait exploser, et que ça allait exploser notamment sur des questions liées à un point qui est extrêmement important en milieu rural et semi-rural, qui est la question de la mobilité en général. Bon, on peut en parler très longuement, c'est un point absolument essentiel. Mais bon, on n'avait pas forcément pressenti tout ça, mais on savait bien qu'il y avait une forme de malaise dans notre pays. Si vous reprenez d'ailleurs les dernières résolutions des derniers congrès des maires, hein, ça a été exprimé, c'est exprimé sous différentes formes. Donc nous avions pressenti cela, et en effet, ce déficit d'écoute, ce déficit de dialogue que nous ressentons davantage encore avec ce gouvernement depuis quelques mois par rapport au précédent, est absolument patent. Et d'ailleurs, l'Association des maires de France a regretté que dans son intervention de lundi, le président de la République n'ait en aucune façon mentionné la question précisément de la gouvernance du pays. C'est-à-dire la question de la décentralisation, cet attachement qu'ont les responsables politiques, mais aussi une grande majorité de Français. Ils ne l'expriment pas comme ça, parce que ce mot décentralisation est devenu un mot technocratique. Il faut d'ailleurs que nous fassions un travail de redéfinition de tout ça. On va le faire. On a d'ailleurs avec Françoise Gatel, qui est secrétaire nationale aux collectivités territoriales, avec moi. Nous allons faire au mois de février dans un colloque qui est le 14 février, hein, donc qui aura lieu à l'UDI. Il faut repartir sur le fond de la décentralisation. Ça n'est pas un sujet technocratique organisateur. C'est un modèle de société. Ça fait partie du modèle de société. Ça fait partie de notre ADN à nous aussi, UDI, mais pas seulement. Et il s'agit en réalité tout simplement de donner des responsabilités le plus près possible du terrain, de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui sont sur le terrain puissent régler le plus possible les problèmes à l'échelle du terrain. C'est ça la définition. C'est quelque chose de simple, et je crois que c'est tout à fait en phase avec les demandes, les revendications, les espoirs que peuvent exprimer donc les Gilets jaunes, mais aussi à travers eux une grande partie de notre population. Donc nous avons dit... puisque nous avons été évidemment consultés sur l'idée qu'il fallait faire un grand débat national et comment le faire. Hein. Donc cette affaire-là qui est sortie, moi, je suis assez heureux, et l'AMF a partagé l'idée que la Commission nationale du débat public, hein, qui est donc, vous le savez, présidée par notre amie Chantal Joanneau, puisse avoir un rôle majeur et central dans ce sujet. Mais enfin, la Commission nationale du débat public, elle ne va pas pouvoir tout faire. Et donc, par conséquent, les maires seront sollicités, notamment les maires seront sollicités. Mais nous avons posé une question. On a quand même posé une question de savoir où étaient les parlementaires dans tout ça. Il y en a quand même un paquet des parlementaires de la majorité, puisqu'ils sont la majorité. Ils sont nombreux, enfin, sûrement. Enfin, vous le savez quand même. Hein. Et bien, eux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'eux vont organiser des débats? Ou est-ce que ce sera seulement aux maires de se coller à la tâche comme d'habitude? Alors, nous avons dit, eh bien, écoutez, dans ces débats que souhaite organiser sur le terrain le gouvernement, nous sommes d'accord pour en être des acteurs, mais nous n'en serons pas les organisateurs, parce que nous ne voulons pas porter le poids de responsabilités qui ne nous incombent pas. Puisque parler du réchauffement climatique, parler de la transition écologique, ça, d'accord. D'ailleurs, écoutez, entre nous, on le fait déjà beaucoup dans nos communes. On le fait déjà beaucoup, à toute une série d'occasions. Mais parler du pouvoir d'achat, de la question du SMIC, etc., on a notre mot à dire, mais nous n'avons pas là-dessus, naturellement, la décision. La décision, elle appartient au gouvernement, elle appartient au président de la République, évidemment, et à la majorité parlementaire. Évidemment, c'est à eux d'abord de prendre la responsabilité. Mais encore une fois, dans l'organisation du dialogue, eh bien, les maires répondront présents. Bravo, merci beaucoup Philippe. J'ai à ma gauche Brigitte Fourré, qui est maire d'Amiens, qui est également première vice-présidente de la région des Hauts-de-France. Et je crois qu'effectivement, le maire, c'est le baromètre. On ne l'a pas entendu, on a presque failli le casser. Et je crois que globalement, la vision que les élus et que les maires notamment ont de la société française compte. Comment tu vois au fond cette fracture peut-être qui s'est créée parmi les Français? Alors, moi je sens en effet qu'on est dans un pays
où la société se fracture de plus en plus. Elle se fracture dans nos villes entre les quartiers, elle se fracture entre le monde rural et le monde urbain, entre le monde, je serais tentée de dire, d'ailleurs plutôt périurbain et le monde urbain, parce que fondamentalement, il me semble bien que c'est les classes moyennes qui sont en fait un peu chassées des villes, qui sont amenées à aller habiter à l'extérieur, qui se retrouvent ensuite avec les difficultés financières que nous, les maires, on n'a pas du tout de mal à imaginer parce qu'on rencontre régulièrement les habitants et qu'on discute avec eux. Et donc, je pense que vraiment, ce qui est fondamental, c'est de retrouver un véritable contrat social au sens d'une société dans laquelle chacun trouve sa place, une société qui est apaisée. C'est pas nouveau le discours dans la bouche d'élus centristes comme nous, mais c'est vraiment fondamental. Et je pense que nous, les élus locaux, on a peut-être plus de facilité que d'autres personnes à multiplier ce climat-là, ce climat de, j'ose dire le mot, de bienveillance les uns pour les autres. Parce que je pense qu'on a besoin de faire en sorte que dans la société dans laquelle nous vivons, qui est une société mondialisée, eh bien, qu'il y ait de la proximité entre les gens, que personne ne se sente au bord du chemin tout seul, abandonné. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que maire, l'une de mes terreurs, c'est de me dire, si un jour on découvre un habitant de ma ville qui est mort tout seul dans son coin et qu'on découvre 6 mois plus tard qu'il est mort. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Et je pense que c'est ce sentiment-là, ce sentiment d'être, je me permets de dire, peut-être un jeton, un maillon inutile. C'est ce sentiment-là, me semble-t-il, qui est fondamentalement à la base du mouvement qui s'est développé ces temps derniers. Donc je pense que, enfin moi j'ai reçu hier encore une délégation de Gilets jaunes de ma ville qui sont tout à fait pacifiques et c'est pour ça aussi que je les ai reçus évidemment et on a discuté et en fait ils m'ont parlé chacun de leur situation personnelle et au-delà de la situation personnelle on voit bien qu'il y a toute une France qui se sent vraiment éloignée. Et je pense que dans une société mondialisée comme la nôtre, on a encore plus besoin de ces solidarités du quotidien parce que c'est le parachute dont on a tous besoin. On a tous des moments de notre vie, on a besoin d'être épaulé où on est tout seul, on peut rien. Chacun le sait. Hein. C'est bien dans nos équipes municipales aussi que c'est en équipe qu'on travaille. Et donc, je crois que c'est vraiment toutes ces solidarités-là, tous ces liens qu'il faut qu'on arrive à recréer. Donc, que ça se passe avec les élus locaux, ça me semble tout naturel. Mais maintenant, il faut aussi qu'il y ait une écoute à tous les niveaux de la société. Et là, il y a encore, me semble-t-il, beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Brigitte. Ça me permet de faire le lien avec Dominique Vérien, qui est sénatrice de Lyon, secrétaire nationale en charge de la ruralité. Il y a aussi, on parlait des fractures territoriales, il y a aussi une grande oubliée, souvent, on parle des quartiers. Il faut aussi parler de la ruralité. On a besoin de réconcilier les territoires. Toi qui es sénatrice dans un département rural et qui est attachée à ce sujet, comment est-ce que tu vois cette mobilisation des Gilets jaunes et quelles sont les solutions que nous pouvons également apporter pour compléter, j'allais dire, l'arsenal de réponses nécessaires? Alors, évidemment, et d'ailleurs le mouvement vient au départ de la ruralité, puisque la goutte d'essence qu'a fait déborder le vase, c'est clairement le problème de la mobilité. Et chez nous, on ne peut pas se déplacer autrement qu'avec notre voiture. Nous n'avons pas de transport. Donc, aller au chef-lieu de canton, enfin pas au chef-lieu de canton, si même le chef-lieu de canton d'ailleurs, parce qu'on nous l'a tellement éloigné que maintenant il est quasiment à côté de la préfecture, donc c'est faire 40 km. Aller aux impôts, c'est tous les services étant éloignés, donc tout devient effectivement compliqué. Et effectivement, puisqu'on parlait de l'élection d'Emmanuel Macron, on se disait que comme il venait de l'administration, peut-être qu'il nous aiderait, puisqu'il la connaissait, à lutter contre cette administration qui a décidé que moins nous aurions de médecins, moins nous aurions de malades. Donc aujourd'hui, on le voit, hein. Ça, pour le coup, c'est vrai que les malades, on les connaît moins, puisque n'ayant plus de médecins, on a plus de mal à les recenser. Mais c'est une vraie complication. Et chez nous, c'est quelque chose de très sensible. Alors, je sais qu'il n'y a pas que en ruralité qu'on manque de médecins, mais chez nous, c'est vraiment cruel, ce manque. Des gens qui ont décidé qu'on n'avait pas besoin d'autant de gendarmes, comme ça, je tape sur tout le monde, hein, parce qu'au début, c'était plutôt la gauche, maintenant, on arrive plutôt à droite. Que les gendarmes, finalement, on allait les compter par rapport à la population et pas par rapport à la surface à couvrir.
Donc nous, on dispose d'une vingtaine de gendarmes, donc qui ne sont pas toujours là pour couvrir un territoire qui fait 100 km de diamètre. Autant vous dire que les violences intrafamiliales, le temps que le gendarme arrive, qui traverse la forêt, qui a traversé pour aller d'un pôle à l'autre, la personne qui est en train de se faire taper risque de ne pas s'en sortir indemne. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est les cambriolages. Bon, bah là, c'est à peine la peine de les appeler, sauf pour constater que la maison est vide. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et là où on se dit qu'on a perdu, et que je comprends le mouvement des Gilets jaunes, clairement, parce que dans les premiers Gilets jaunes, et je suis d'accord pour dire que le mouvement du 17 novembre, et d'ailleurs chez nous, il y avait des élus locaux. Il y a des gens qui sont dans la salle, là, qui avaient mis leur Gilet jaune le 17 novembre. C'est... là où on se rend compte qu'on a perdu. J'ai eu l'occasion, en tant que sénatrice, de rencontrer le nouveau préfet de région. Et je lui dis, oui, c'est vrai, on ne peut pas avoir tous les services. On peut comprendre qu'on ne peut pas avoir dans chaque commune de 1000 habitants la perception, le pôle emploi, etc. Mais on a un outil, donc certains ont fait quand même correctement leur travail, qui est la maison de service au public, qui rend un réel service avec quelqu'un de polyvalent. Et là, le préfet de région me dit... Ah mais moi je suis contre les maisons de service au public, je pense qu'il faut les fermer et que les gens vont pouvoir aller, à Auxerre. Et je dis mais vous imaginez déjà, bon, nous les maisons de service au public sont dans les anciens chefs-lieux de canton, on peut faire 10 km quand on n'a pas de voiture, on peut faire 10 km en vélo, on peut trouver du covoiturage avec son voisin, on ne fait pas 50 km. Comment on fait 50 km? Il faut quasiment au moins la demi-journée pour pouvoir aller à Auxerre, trouver le service ouvert, faire la queue, parce que tout le monde est concentré dans un seul point. Enfin, c'est absurde. Et là, je me suis dit, on a vraiment perdu. Parce que si on nous envoie un préfet de région qui a ça en tête, mais comment est-ce qu'il va pouvoir administrer correctement? Et donc, effectivement, je pense que la décentralisation et les élus locaux, et j'étais présidente des maires ruraux et je ne l'oublie pas, et je pense que je reste très profondément maire rurale si malheureusement je n'ai plus le droit d'être maire. Les maires ruraux ont décidé d'ouvrir leurs portes, mais parce qu'ils partageaient, et ça fait longtemps. Sauf que le problème, c'est qu'on le disait poliment, et ça fait longtemps qu'on le dit poliment, hein, donc on l'a dit à droite et à gauche. Hein. Et là, on est presque jaloux de se dire, mais bon sang, en fait, il fallait aller leur casser un truc pour qu'ils nous écoutent. Enfin, c'est ça qui est absurde et qui crée une vraie frustration chez les élus qui ont essayé d'être ce relais et qui, effectivement, depuis 1 an et demi, n'arrêtent pas de dire « mais écoutez-nous, bon sang ». On est allé au paroxysme, je crois, de l'autisme de la part d'un gouvernement. Voilà. Merci pour cette franchise. Le président de la République, aux différentes aspirations qui, je crois, ne sont pas seulement économiques, le président de la République a, dans un premier temps, au moins, répondu par des mesures économiques. Donc, CSG, hausse des revenus du SMIC, je n'ose dire hausse du SMIC, parce que c'est plus compliqué que ça. En gros, 15 milliards en 13 minutes. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Qu'est-ce que vous en dites? Puisque je sais, monsieur Sébastien Ley, que vous avez réagi notamment à ces mesures. Comment aujourd'hui on peut analyser ces mesures du président de la République? Est-ce qu'elles répondent au final à une aspiration qui, je pense, est beaucoup plus large que la seule dimension économique? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à l'UDI pour cette invitation au titre de l'ouverture à la société civile. Tout à fait. Alors, mon point de vue, effectivement, un peu d'économiste et de chef d'entreprise, je l'ai livré dans le Figaro sur les mesures d'Emmanuel Macron, mais je voudrais dire aussi qu'à titre personnel, j'ai participé à des journées Gilets jaunes, 17 et 24 novembre. Et donc, avant de se poser la question de savoir si Emmanuel Macron a apporté une réponse adéquate ou pas, il faudrait peut-être essayer de comprendre quelles sont les revendications des Gilets jaunes. Et c'est toute la difficulté de la chose. En tant que chef d'entreprise, quand je suis allé manifester le 17 et le 24 novembre, j'avais l'impression, et bien évidemment je partais de mon point de vue personnel, que c'était une forme de mouvement de ras-le-bol fiscal. Donc j'avais une interprétation, en quelque sorte, à peu près libérale de ce mouvement des Gilets jaunes. Et puis on a vu finalement les revendications se coaguler, beaucoup de revendications sociales, beaucoup de souffrances aussi, et donc des demandes sur la fiscalité, sur le salaire minimum, etc. Tout ça a coagulé. Et puis finalement, 1 ou 2 mois plus tard, pour moi, il y a 2 aspects essentiels dans les revendications des Gilets jaunes. La première, c'est le passage d'une démocratie classique, la nôtre, qu'on peut qualifier de représentative, dont tous les élus, vous êtes le symbole, à une forme de démocratie plus participative. Ça ne veut pas dire remettre en cause l'élection, ça veut dire qu'entre les
les citoyens doivent être associés au processus démocratique. D'où ces demandes sur le référendum d'initiative populaire ou citoyen, d'où parfois aussi des demandes sur des droits de pétition, la possibilité de s'opposer à des décisions prises par les élus. Voilà. C'est une tendance qui est à l'œuvre en France depuis 200 ans. Déjà à l'époque de la Révolution, vous aviez ce débat entre mandat représentatif ou mandat impératif. Et on est toujours en train d'essayer, 200 ans plus tard, de trouver le juste milieu entre le représentatif et le participatif ou l'impératif. Et puis le second point, et c'est là un petit peu ce qui fait que les Gilets jaunes rejoignent un petit peu, d'une certaine manière, mais pas la totalité des Gilets jaunes, la vague populiste qui est en train d'inonder le monde, c'est que vous avez très clairement chez les Gilets jaunes la perception de ne pas être écouté par les élites françaises. On y retrouve, même si ça n'est pas théorisé comme ça, le thème de la trahison des élites, ce qui a été remis au goût du jour par Christopher Lasch dans les années 90, et c'est un point essentiel. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a répondu à cela ? Vous voyez bien déjà qu'avec cette définition-là des revendications des Gilets jaunes, puisqu'il ne répond qu'avec des mesures techniques, par définition, il va s'épuiser, puisqu'il n'a pas pris le taureau par les cornes. C'est même pire, analyser son intervention, il manque 2 mots. Vous savez lesquels ? Gilets jaunes. Il ne prononce jamais ces noms-là. Il n'a pas une seule fois publiquement nommé les Gilets jaunes. En linguistique, ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Donc Emmanuel Macron, tout à fait. Emmanuel Macron, dès la première semaine ou la deuxième semaine du mouvement, il aurait dû descendre de son pédestal, venir rencontrer les Gilets jaunes, faire ce qu'il a fait à un moment donné avec l'itinérance mémorielle et essayer à tout prix de cautériser cette plaie qui existe entre les masses populaires et les élites en France et en Europe. C'est un combat français, c'est aussi un beau combat européen. C'est le combat dont il devrait se saisir pour les élections européennes. Il ne le fera pas. J'espère que l'UDI se saisira de ce combat. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette intervention effectivement libre. Peut-être avant de passer la parole à Xavier Bertrand pour la clôture de cette table ronde, Cédric Guémy, porte-parole des Gilets jaunes. On disait Gilets jaunes et après. Je vous pose la question. Après, tout dépend comment le gouvernement va traiter, quelles mesures va prendre le gouvernement. Nous sommes partisans du dialogue. Le souci, il a été donné un temps de 3 mois. Certes, certaines mesures viennent d'être prises par le gouvernement. Alors bon, malheureusement, on ne sait pas encore totalement comment elles vont être financées. Donc ça, c'est également un autre problème. Et quels seront, et je rejoins monsieur tout à l'heure, est-ce que c'est uniquement les maires qui recevront les Gilets jaunes, qui devront remonter les informations, par quel biais? Ça non plus, nous ne savons pas. Que feront les députés de la majorité? Pour certains, effectivement, ils ont été acteurs. Pour d'autres, on les a pas vus. Carrément absents. Beaucoup d'ailleurs ont été absents. Donc le après, aujourd'hui, c'est difficile. Si des partis politiques ont le vent en poupe pour le moment, ils ne sauront pas forcément mieux répondre aux Gilets jaunes que le gouvernement actuel. Je pense que c'est réellement un problème de fond. Je pense que l'UDI, effectivement, peut se saisir de ces problématiques. Et il va falloir de la considération. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. De l'écoute, de la considération et trouver des réponses communes. Si l'on trouve ces réponses communes, tout se passera très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et je ne sais pas comment le président Macron peut se sortir cette épine du pied, puisque de toute façon, à chaque fois qu'il a parlé, tout le monde avait l'impression d'avoir un discours technocratique fourni par le président. Je pense qu'il faut vraiment être plus à l'écoute et dialoguer avec les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, c'est quoi? Ce sont des citoyens français, avant tout. Merci beaucoup.
Écoutez, on a le plaisir d'avoir en duplex, alors l'animateur que je suis stresse un peu parce que la technique c'est toujours un peu compliqué, en duplex Xavier Bertrand, lui qui se déclare maire de la grande région des Hauts-de-France, il est président de la région des Hauts-de-France, il est ancien ministre et il nous fait l'amitié d'être en direct depuis Saint-Quentin. Et il est avec nous. Xavier, tu as été un de ceux qui a le plus tôt, sans doute, pris la mesure à la fois des difficultés qui étaient celles des territoires et tu as été l'un des premiers à prendre la parole en tant que responsable politique et à faire des propositions avec Jean-Christophe Lagarde. D'ailleurs, une partie a été reprise. Quel regard aujourd'hui tu portes sur le mouvement des Gilets jaunes et surtout, encore une fois, la thématique de notre table ronde, c'est « et après ». Comment est-ce que tu vois la suite et comment, au fond, réconcilier notre pays avec ses territoires et avec ses différentes composantes? Bon, tout d'abord, désolé de ne pas pouvoir être avec vous, mais je savais forcément qu'à Issy-les-Moulineaux, on serait dans une ville connectée où la technique nous permettrait quand même de pouvoir dialoguer. La deuxième chose, c'est que je ne veux pas non plus qu'il y ait une surreprésentation des Hauts-de-France, que ce soit dans la salle ou que ce soit aussi à cette tribune. Et je terminerai juste pour vous dire que merci également de votre ouverture. L'ouverture à ceux qui ne sont plus adhérents des partis politiques. Je rejoins un peu en ça ce que nous disait Sébastien à l'instant. Rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet et je remercie Daniel de ce qu'il a indiqué. C'est vrai que ça ne fait pas 20 ans, mais ça fait plus de 3 ans avec cette campagne des régionales où je me suis pris en pleine figure cette claque très violente de cette crise du pouvoir d'achat, de cette crise de la défiance vis-à-vis des politiques. Et que ce soit Brigitte, que ce soit Daniel, ceux qui sont dans la salle le savent. Je ne vais pas vous faire le coup de j'ai changé, ça a déjà été fait, mais je me suis d'une certaine façon réveillé. Et nous avons voulu, dès le début de notre mandat à la région, prendre en compte cette thématique du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je pense que cette crise est une crise profonde. Ce n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise de la société française. Il y a un malaise social qui est profond. Parce que vous savez, mes amis, quand dans un pays, ceux qui travaillent, ceux qui veulent travailler, ceux qui ont travaillé, ceux qui donnent du travail, quand tout cela n'arrive pas à s'en sortir, c'est forcément que le pays va dans le mur, et il va dans le mur très vite. C'est ça le fond du problème. Et on le voit dans différents pays européens, on l'a vu aussi aux États-Unis d'une certaine façon, on fait toujours de beaux discours sur le travail. Mais si on ne donne pas un contenu précis à une politique centrée sur le travail, ça ne marche plus. La révolution des... Oui, mais vous voyez, il ne faut même plus applaudir des mots. Il ne faut plus applaudir des discours. Parce que d'une certaine façon, nous qui faisons de la politique, on s'étourdit avec ces applaudissements ou ces discours. La seule chose qui permet de reconnecter les gens aujourd'hui, ce sont des mesures concrètes, hyper concrètes. Ça n'est pas, je le sais bien, le rôle d'un président de région, d'un président de la République n'est pas seulement d'apporter des aides concrètes, c'est aussi de donner du sens, de donner de la vision, mais on a besoin de reconnecter à la politique, à l'action publique, tous ces Français qui se disent aujourd'hui, moi j'ai du mal, et ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on voit le mouvement de fond qu'il y a contre les responsables politiques, également contre les médias, ce sont ces Français qui disent, ça fait longtemps qu'on n'y arrive plus, et vous, ça, vous n'en parlez pas, et vous, ça, vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est ça aujourd'hui que je constate, à la fois en ayant rencontré des Gilets jaunes, mais en ayant rencontré, notamment dans les Hauts-de-France, tous ces Français qui, tout simplement, n'y arrivent plus. C'était l'un des responsables des Gilets jaunes de Tourcoing qui me dit « Je suis mécanicien auto. Je n'ai pas 35 heures, j'en fais plus. Ma femme est à mi-temps. On a une petite fille, elle a 3 ans. Combien vous pensez qu'il me reste quand j'ai tout payé, combien vous pensez qu'il me reste pour manger, nous habiller et le carburant ?» Il me dit « Monsieur, sincèrement, il me reste 285 € par mois pour se nourrir, pour s'habiller et pour le carburant. Je ne parle même pas des loisirs. » Et il bosse. Et il y a un salaire et demi dans la famille. Donc, et si vous n'apportez pas des réponses concrètes, ça ne peut pas marcher et ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc je pense qu'il y a des réponses qui sont des réponses sur la question du pouvoir d'achat, du niveau de vie, Parce que le problème, c'est que ce sont des familles qui aujourd'hui n'y arrivent plus, n'arrivent même pas à faire plaisir à leurs enfants et qui n'arrivent même pas à pouvoir garantir l'avenir de leurs enfants. Ce sont aussi il y a cette question donc du niveau de vie des Français,
Et pas seulement ceux qui sont au SMIC, ce sont ceux qui sont au-dessus du SMIC. J'étais cette semaine dans l'Oise, j'en ai parlé notamment à Brigitte, à Daniel et aux amis du Conseil régional, je leur en ai parlé cette semaine. Quelqu'un me dit, moi je suis à 200 € au-dessus du SMIC. Est-ce que moi je vais pouvoir être aidé? Et celui qui dit ça n'est pas un mendiant, c'est quelqu'un qui bosse et qui ne veut pas avoir des subventions ou qui voudrait tout simplement avoir un revenu digne par rapport à leur travail. Et donc, il y a une question de niveau de vie, de pouvoir d'achat de ces classes moyennes. Il y a ensuite, ne nous voilons pas la face, ça fait longtemps qu'on en parle, mais maintenant, basta, il faut le faire vraiment, cette remise à plat fiscale, et c'est un mec de droite qui vous le dit, la question de ces inégalités qui deviennent des injustices, ça ne peut pas durer dans notre pays, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir des très grandes entreprises ou des multinationales qui sont au maximum à payer 8% d'impôts quand la PME, la TPE, l'artisan paye au moins 30%. C'est pas possible de continuer comme ça. Et il y a autre chose également. C'est que moi, je suis attaché à la Ve République qui ne protège pas seulement le président, qui protège le pays, mais on a besoin de faire autrement. J'entendais Philippe tout à l'heure qui l'indiquait très clairement. Pourquoi les maires gardent le contact, gardent la confiance? Parce qu'ils sont connectés. Ils sont en permanence, pardonnez-moi, à portée d'engueulade. C'est pas toujours agréable, mais ça permet de ne pas s'endormir. Il y a besoin de trouver aussi d'autres façons de donner la parole. Les Gilets jaunes, c'est aussi une partie du peuple français qui veut reprendre en main son destin. C'est ça aussi qu'il y a derrière. Nous avons besoin aussi de remettre à plat toute notre bureaucratie qui est devenue impossible. Ce ne sont pas les fonctionnaires, les agents de l'État ou des collectivités locales qui sont en cause. C'est notre système qui est devenu une broyeuse. Et je voudrais aller plus loin parce que vous savez que cette question, à la fois, m'inquiète, mais je sens aussi qu'il y a le potentiel, si on trouvait les solutions rapidement, pour relancer la société française. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une phase avec laquelle nous devons rompre. Cette grande phase politique française dans laquelle les technocrates ont pris le pouvoir à la place des politiques. Ça a bien arrangé nombre de politiques. Une phase dans laquelle les financiers, les comptables ont pris le pouvoir dans nombre d'entreprises comme au niveau de l'État. Une phase dans laquelle également, à Paris, on décide à la place des autres parce qu'à Paris on sait et que les autres ne savent pas. Et puis aussi un autre point, et là aussi c'est la campagne des régionales qui a provoqué cette prise de conscience, on est quand même avec cette guerre de tranchées entre les uns et les autres. Ceux qui ne sont pas dans votre famille politique, vous leur parlez un peu ou pas beaucoup, ou parfois d'investiture ou d'élection, mais on ne regarde pas si l'autre en face a aussi des bonnes idées qu'on pourrait intégrer. Il n'y a qu'en politique que ça se passe comme ça. Mais je pense aussi qu'il faut en arrêter avec notre climat de guerre civile. La société française, elle est d'une certaine façon, on le voit, et j'espère qu'aujourd'hui ne sera pas comme l'autre samedi, elle est aussi violente. Il ne faut pas rajouter une violence en politique. On a des idées, des convictions. Et le tout dernier point, je ne sais pas si vous me redonnerez la parole, parce que je connais Daniel, il sait gérer, je ne suis pas sûr qu'il me redonne la parole, comme je ne lui donne pas toujours quand il la voudrait en séance, peut-être que là il va se venger. Très sérieusement, il y a un autre point qui pour moi est très important. Ne vous excusez pas de faire de la politique. Parce qu'on est aussi à une époque où on a le sentiment que nombre de politiques vont vouloir s'auto-flageller pour s'excuser. Ceux qui sont des élus locaux, ceux même qui exercent des mandats nationaux et qui sont clairement dans l'action, dans l'écoute et autres, on a besoin dans une société de gens qui décident, de gens qui savent trancher. Ce sont aussi les responsables politiques. La seule chose, c'est qu'il n'aurait pas interdit, c'est au contraire obligatoire de savoir écouter. Écouter, parler aux autres et à un moment donné décider. Une société sans leader, sans dirigeant, ça ne peut pas fonctionner. Et la société française a aussi besoin d'autorité et elle a aussi besoin de gens qui savent la mener vers un avenir certainement plus optimiste. Mais on a besoin d'aller au fond des problèmes soulevés par les Gilets jaunes. Et ce n'est pas dans 1 an ou dans 2 ans, c'est vraiment tout de suite. Bravo Xavier. Alors, le seul qui peut te redonner la parole, c'est Jean-Christophe Lagarde. Et d'ailleurs, il monte sur scène pour te parler. Donc du coup... Bonjour Xavier. D'abord, merci d'avoir accepté. L'agenda ne permettait pas que tu sois ici présent physiquement, mais d'avoir accepté de participer à ce débat. Tu sais qu'on a un congrès qui est aussi au départ centré sur les élections européennes, mais on ne pouvait pas faire fi de cette actualité que vous avez à la fois montrée et qui, comme vous l'avez dit, est un mal très profondément enraciné. Je veux te remercier aussi d'une chose sur ce que tu viens de dire.
Moi, j'en ai marre des gens qui s'excusent de faire de la politique. Chaque jour, chaque minute, les militants, les élus locaux, les parlementaires qui sont ici passent énormément de temps et font des sacrifices vis-à-vis de leur famille, tout simplement pour s'occuper des autres. Et comme tu l'as dit, les Gilets jaunes, ils ont aussi décidé de s'occuper des autres et d'eux-mêmes. Et donc, il faut que tous ces gens-là parviennent à se rassembler pour trouver des solutions structurelles que tu as fort bien décrites. Je ne peux pas ne pas profiter, cher Xavier, de l'occasion simplement pour te dire, nous allons débattre maintenant de la construction européenne, nous allons porter un projet européen avec une Europe qui aujourd'hui est en grande difficulté, et même en danger de mort, pour dire, toi qui dans les Hauts-de-France est à la frontière de la Grande-Bretagne, tu vois bien combien la sortie de l'Union européenne est difficile pour ce pays et pour nous-mêmes. J'avais simplement envie de te poser une question simple, rapide, dont on aura sans doute l'occasion de redébattre et sur laquelle nous échangerons dans les semaines et les mois qui viennent. Toi, président de région, toi, citoyen français, toi, responsable politique important, qu'est-ce que tu attends de l'Europe demain? Alors, j'ai eu l'occasion de parler cette semaine avec Jean-Christophe, avant même de voir comment je pouvais participer à votre rencontre importante d'aujourd'hui. J'ai dit à Jean-Christophe, et vous me connaissez, je préfère que les choses soient claires, l'Europe fédérée, l'Europe fédérale, moi, ce n'est pas l'Europe à laquelle je crois. En revanche, il y a de nombreux points sur lesquels je pense qu'il faut bien se mettre d'accord. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très concret. Valérie Létard est là, je pense. Valérie est en train de se battre. Elle nous regarde. Elle nous regarde. D'accord. Valérie est en train de se battre comme une lionne, vous la connaissez, notamment sur tous les fonds européens, notamment pour l'agriculture. Eh bien, je vous dis une chose. C'est pas l'Europe qui est responsable des difficultés que nous rencontrons sur nombre de crédits européens. C'est notre système, c'est notre millefeuille politico-administratif français qui fait qu'entre l'État et les régions, comme c'est pas suffisamment clair, on perd du temps, sauf que, bien évidemment, notre opposition au Conseil régional, c'est qui? C'est le Front National. Ils sont là à dire c'est de la faute à l'Europe, c'est de la faute à l'Europe. C'est pas vrai. Moi, je le dis, j'ai beau avoir voté non à Maastricht en 1992, parce que je pensais qu'on allait trop vite, qu'on mettait la charrue avant les bœufs. Mais j'ai toujours ensuite fait le choix de la construction européenne, parce que nous ne pouvons pas réussir, nous, si nous ne sommes pas unis et si nous n'avons pas l'Europe. On va se faire broyer, que ce soit par les États-Unis de M. Trump, par la Chine ou par la Russie, si nous n'existons pas en tant que tels. Si vous voulez, par exemple, qu'il y ait encore une politique agricole commune, vous ne l'aurez pas. Si c'est une politique agricole nationale, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez une industrie puissante, il faut qu'on ait un relais européen. Et si nous voulons éviter de nous faire broyer, Jean-Christophe, d'un côté par les GAFAM américaines, les BATX chinoises, il faut que ce soit l'Europe qui investisse et qui nous permette, avec des licornes qui deviendront des championnes mondiales, de pouvoir trouver notre place. Et je le dis aussi, il ne faut pas qu'on se trompe. Si on veut apporter, sans aucune démagogie, vous le savez, je ne suis pas du genre à aller faire, moi, mes courses dans les poches de l'extrême droite pour avoir des idées. Mais une chose est certaine, c'est qu'une véritable politique efficace pour faire face au choc migratoire, il n'y a que l'Europe qui donnera cette dimension. Donc j'ai l'intention de rentrer dans ce débat européen. Je ne sais pas du tout quel sera mon choix. Je suis attaché, vous le savez, à notre souveraineté nationale, mais il nous faut une souveraineté européenne qui nous permette d'exister. Quel que soit l'attachement que nous avons à notre pays, quelles que soient nos ambitions, on ne peut pas réussir sans l'Europe. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on trouve la force, Jean-Christophe, comment est-ce qu'on trouve la force de faire reculer les égoïsmes nationaux? Parce que ne nous voilons pas la face, si on n'a pas réussi à avancer aussi loin et aussi vite sur la taxe contre les GAFA, je suis désolé, c'est tout simplement parce qu'il y a des égoïsmes de certains pays qui ont peur de ne pas pouvoir exporter notamment leurs voitures. Vous voyez de qui je parle. Mais je le dis aussi aux parlementaires européens qui sont présents, l'Europe a remporté des sacrés succès. La directive droit d'auteur, ça c'est une volonté politique, c'est une réussite politique. Donc j'en ai marre, à chaque fois que ça ne va pas, qu'on dise que c'est effectivement de la faute de l'Europe. Non, il y a de nombreuses réussites, de nombreux atouts qui sont européens. Et je le dis aussi, c'est que dans ce débat, et j'en ai bien peur, j'ai peur que dans quelques mois, la question qui soit posée, c'est plus d'une certaine façon le président de la République, oui ou non, c'est ça le vrai problème, alors que la seule question qui vaille dans quelques mois, la seule, c'est l'Europe, stop ou encore, et ça ne peut pas être autrement qu'encore. Eh bien, tu vois, Xavier, c'est vrai qu'on a échangé cette semaine. Je veux simplement te dire que je vais t'envoyer le discours que je prononcerai en clôture du Congrès, bâtir une Europe forte qui nous évite de subir les autres puissances du monde qui nous imposent leurs intérêts et donc leur mode de vie.
bâtir une Europe qui soit capable d'aller aussi bien parler à M. Trump, mais arriver jusqu'au pied du village, c'est-à-dire qu'elle soit utile aux gens. Et bâtir une Europe qui retrouve de la force tout en respectant les souverainetés nationales, en nous donnant un surplus de souveraineté et d'indépendance, c'est aussi notre ambition. Il faut qu'on en parle dans les mois qui viennent. Merci beaucoup à toi. Merci, vous pouvez applaudir à la fois Xavier, Cédric, Merci Xavier. Sébastien. Merci Xavier, à très vite. Alors, je lui ai envoyé une photo de la salle pour qu'il voit à qui il a parlé quand même. Et excusez, puisque j'en profite, Valérie Létard, puisqu'elle a été citée, qui a été frappée par le froid, comme tout le monde, je l'imagine, et qui donc du coup a un petit rhume et qui est compliqué pour elle d'être parmi nous. Mais elle nous écoute et elle nous regarde. Voilà. Merci à vous pour ce moment d'échange.